Les forces ukrainiennes sont en grande difficulté dans le secteur de Pokrovsk, une ville minière du Donbass, de l'oblast de Donetsk, qui est essentielle pour la logistique des forces ukrainiennes dans justement la région de Donetsk. Alors dans cette vidéo, nous allons essayer de un peu comprendre la situation et aussi analyser jusqu'où les Russes pourront aller. Mais avant de commencer, je m'appelle Joseph Roche et si vous le savez peut-être, je suis bien sûr sur YouTube, mais je suis aussi journaliste et correspondant en Ukraine depuis mars 2022 et j'étais il y a même pas un mois dans le secteur de Pokrovsk où j'ai réalisé un reportage avec une brigade d'artillerie qui se battait à l'époque sur le front de Selidové avant que la ville tombe aux mains des Russes. Alors, il est important de préciser tout d'abord que la prise de Pokrovsk ne signifie pas une victoire russe dans le Donbass. Pour avoir un contrôle total du Donbass, les Russes seront obligés, après la prise de Pokrovsk, de se lancer à l'attaque de villes comme Trushivka, Konstantinivka, Kramatorsk, Sloviansk et bien sûr toujours Tchassiviar, qui est une ville fortifiée en dehors de Bakhmout, qui toujours aujourd'hui, par quelques miracles, continue à tenir face aux assauts russes. Et d'ailleurs, hier, les forces ukrainiennes ont réussi à lancer un assaut sur Tchassiviar pour repousser petit à petit les forces russes. Alors, c'est très très limité. Les Ukrainiens n'ont pas la capacité de pouvoir pousser en deçà les forces russes, mais ça montre que toujours aujourd'hui, les forces ukrainiennes ont du répondant et peuvent toujours maintenir une ligne de front, mais il n'empêche que pas à pas, les forces ukrainiennes se replient de l'oblast de Donetsk et à terme pourraient mener vers justement une capture totale de l'oblast de Donetsk et de Louhansk qui est pratiquement capturée par les Russes, qui sont l'un des objectifs principaux des Russes dans ce qu'ils appellent leur opération spéciale. Mais bien sûr, ces assauts ont un coût assez important pour la Russie, parce que chaque jour, la Russie, sur l'ensemble des fronts, mais en particulier sur le front de Pokrovsk, perd entre 1000 et 2000 soldats. Alors il est important de préciser que quand on parle de pertes, on parle aussi bien de morts que de blessés. Et selon les chiffres ukrainiens, qui sont bien sûr à prendre avec énormément de pincettes, les Russes perdraient, comme on l'a dit, entre 1000 et 2000 soldats par jour, mais il n'empêche que grâce à la stratégie que la Russie a mis en place, à savoir des stratégies de chars à canon, mais quand même de chars à canon qui, depuis quelques mois, est devenue un peu plus intelligente, à savoir une progression de petites unités qui avancent de manière coordonnée, mais aussi de manière assez sporadique sur l'ensemble du front, les Russes sont capables de petit à petit avancer sur la ligne de front. Et par exemple, on voit des vidéos de soldats russes qui montent à l'assaut en mobilette avec des voitures de golf. Et ça, mine de rien, même s'il y a un taux de perte assez important du côté russe, ça permet aux Russes de petit à petit avancer. Et la raison principale de cet acharnement russe, c'est tout simplement l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche en janvier 2025 et le fait que Donald Trump a réitéré à de nombreuses reprises qu'il voulait absolument faire la paix, mettre fin à la guerre en moins de 24 heures. Alors il est important de prendre en compte que je pense que Donald Trump a compris qu'il ne pourra pas mettre fin à la guerre en moins de 24 heures parce que d'un côté, si les Ukrainiens, eux, sont prêts à faire des concessions, quitte même à renoncer aux territoires qu'ils ont perdus, en tout cas renoncer pendant un temps, parce que Volodymyr Zelensky a dit qu'ils ne reconnaîtront jamais la perte de ces territoires, mais sont prêts pour justement des négociations et un cessez-le-feu, et même peut-être un traité de paix, accepter du moins de manière temporaire la cessation de ces territoires. Mais de l'autre côté, la Russie, qui est à pleine vitesse, n'a pas forcément pour vocation d'arrêter la guerre, mais il n'empêche que en prévision de potentielles négociations, la Russie préfère jouer son va-tout et essayer de prendre un maximum de territoire, quitte à perdre beaucoup de soldats, pour arriver aux négociations en position de force, avec potentiellement la prise de Pokrovsk, qui, mine de rien, sera une prise assez importante pour les Russes, parce que rappelons-le, que Pokrovsk permet de protéger certaines villes du Donbass, comme par exemple Konstantinivka, parce que une fois que Pokrovsk sera pris, les Russes pourront commencer à faire un chaudron autour de Konstantinivka. Si Konstantinivka est pris, ils pourront commencer à faire un chaudron autour de Tchassiviar, et puis après, petit à petit, Kramatorsk, Sloviansk, etc., en prenant aussi bien sûr en compte le fait que les Russes essayent de pousser dans l'oblast de Kharkiv en essayant de reprendre la ville de Kupiansk, qui, une fois prise, s'ils arrivent à la prendre, bien sûr, permettra aux Russes de créer du coup un chaudron autour
de Slaviansk et aussi de Kramatorsk en montant par le nord et par le sud. Mais il n'empêche qu'à titre personnel, je ne pense pas que les Russes seront en mesure de prendre la ville de Pokrovsk avant la nomination de Trump à la Maison-Blanche, parce que comme on peut le voir sur la carte, bien sûr, les Russes avancent via le sud de la ville, mais les avancées, même si quotidiennes, se font de manière lente et moi je pense à titre personnel que la ville va tomber dans peut-être 2 mois, 3 mois. Après voilà, je suis pas forcément expert militaire, mais de ce que j'ai pu entendre de soldats avec qui j'ai discuté et en discutant avec des experts, c'est plus ou moins ce qu'ils disent. Mais il y avait aussi une dimension qui était à prendre en compte, c'est que les soldats ukrainiens que j'avais rencontrés avant l'hiver dans le secteur de Pokrovsk, me disaient qu'ils pensaient que les Russes allaient ralentir leur avancée et ralentir leurs assauts sur Pokrovsk pendant l'hiver, parce qu'il est important de prendre en compte que dans ces régions d'Europe de l'Est, il y a ce qu'on appelle à l'arrivée de l'hiver la Rasputitsa, donc en gros des pluies assez importantes qui embouent grosso modo la ligne de front. Donc une ligne de front qui était praticable 2 semaines avant devient complètement impraticable 2 semaines plus tard parce que tout est emboué, il y a de la boue de partout, les tanks n'arrivent pas à avancer, les soldats glissent sur le terrain, donc c'est très difficile de lancer des assauts mécanisés. Après, il faut juste attendre que la boue gèle avec les grands froids, ce qui est déjà le cas. Mais même la Rasputitsa, qui cette année a quand même été relativement faible, n'a pas empêché les Russes de continuer des assauts. Et aussi, à titre personnel, une autre raison qui va expliquer peut-être le fait que la Russie va avoir plus de mal à avancer dans les semaines à venir, est le simple fait que on commence à voir l'effet de la permission donnée aux Américains et aux Européens d'utiliser des missiles Atacama, Storm Shadow et Scalp sur le territoire russe, parce que ces missiles qui ont une portée plus ou moins de 300 km poussent les aérodromes russes en deçà de 300 km, et du coup, ça limite l'envoi de bombes planantes sur les positions russes. Pour rappeler ce que c'est une bombe planante, c'est des bombes qui sont attachées par exemple, je sais pas, à des Sukhoi et qui sont lancées par un guidage GPS sur les positions ukrainiennes, mais vu qu'elles sont planantes, elles n'émettent en aucun cas de chaleur et du coup vu qu'elles n'émettent pas de chaleur ne peuvent pas être repérées par les systèmes de défense antiaériens et par conséquent le seul moyen de lutter contre ces bombes planantes qui rappelons-le est vraiment l'avantage comparatif des Russes par rapport aux Ukrainiens en plus de leur masse d'hommes et soit de détruire les avions qui portent ces bombes, mais le problème c'est que les Ukrainiens n'ont pas suffisamment d'aviation que pour pouvoir d'un côté faire de la défense antiaérienne sur les villes comme par exemple Kiev, faire des missions, faire de l'entretien, etc. Donc il faudrait plus ou moins 50 avions F-16, Mirage, etc. ou même Sukhoi hein, pour pouvoir commencer à avoir un effet stratégique contre les avions. Mais par contre, les Atacams, les Storm Shadow et les Scalp permettent de taper sur les aérodromes russes dans un périmètre de 300 km en deçà de la ligne de front et par conséquent on repousse l'aviation russe en deçà de cette limite. Et du coup, ce qu'on peut observer actuellement, c'est que les aérodromes russes sont plus à 500 km de la ligne de front. Et en fait, le fait d'organiser des missions à 500 km est plus compliqué que d'organiser des missions à 300 km et par conséquent réduit l'usage de bombes planantes. Et du coup, le fait de réduire l'usage de bombes planantes réduit la capacité des Russes de casser la défense ukrainienne dans l'oblast de Donetsk, mais aussi dans l'oblast tout simplement de Louhansk. Mais selon le New York Times, les Ukrainiens auraient déjà utilisé tous les Atacams que les Américains auraient donné aux Ukrainiens. Du coup, c'est la grande question qui va se poser actuellement, c'est de dire est-ce que Trump va donner des Atacams aux Ukrainiens ou est-ce qu'il va justement ne plus leur en donner, étant donné que d'ailleurs Trump n'était pas très fan du fait de frapper la Russie avec des armes américaines. Mais après, bon, Donald Trump est quand même un personnage assez changeant, donc on va voir ce qu'il en est vraiment. Par contre, ce qui est sûr, c'est que les Britanniques et les Français vont continuer à fournir les Ukrainiens en Storm Shadow et en Scalp, mais encore une fois, les Français et les Britanniques n'ont pas non plus des stocks illimité de ces missiles-là, à l'inverse des Américains qui ont plusieurs milliers de Atacams, parce qu'il est important de rappeler que les Atacams ont été remplacés dans les arsenals américains par des missiles Tomahawk qui sont plus efficaces et que par conséquent les Atacams ne sont plus utilisés par les Américains et sont plus dans des hangars. Donc si Donald Trump demain veut donner 1000 Atacams à l'Ukraine, il pourra, et là ça va vraiment avoir un effet stratégique encore plus important parce que là ça pourra vraiment casser pour le coup
l'aviation russe qui sera vraiment repoussée en deçà de cette limite-là et limiter encore une fois l'usage de bombes planantes, mais encore ça c'est quelque chose à voir. Donc toutes ces raisons, aussi bien politiques, géopolitiques et militaires, expliquent l'avancée et les assauts répétés des Russes contre la ville de Pokrovsk, avec cette volonté vraiment de prendre un maximum de territoire, peu importe le coût, avant les négociations, mais aussi tout simplement l'inconnu dans lequel on va rentrer après les négociations, avec la question qui va se poser, est-ce que Donald Trump va réussir à forcer les Russes à un accord de paix, ou est-ce que les Russes vont continuer leur assaut sur le long terme contre le territoire ukrainien? Mais il est important de garder en tête que pour la Russie, même la prise de Pokrovsk ne sera pas suffisante parce que les objectifs à minima de la Russie est la prise du Donbass. Il faut encore prendre des villes comme Kramatorsk, Sloviansk et Konstantinivka, Tchassivia, Druzhivka, et ça, à titre personnel, je souhaite bonne chance aux Russes de les prendre parce que des batailles sur Kramatorsk et Sloviansk sont bien pires que des batailles sur Bakhmut, Avdiivka ou Pokrovsk, et on sait que quand même, mine de rien, le potentiel russe est vachement entamé, avec une armée qui est peut-être moins efficace, des difficultés à recruter, et on sait que Poutine ne veut pas faire de mobilisation générale, et aussi simplement une économie russe qui est quand même en berne, avec une inflation quand même sur les produits alimentaires qui est quand même catastrophique pour la population russe. Et du coup, la réaction de la Banque centrale russe, il y a quelques semaines, de mettre des taux d'intérêt à 20%, ce qui, grosso modo, asphyxie complètement l'économie russe sur les années à venir, parce qu'il va plus avoir d'investissement de business, et tous les business vont se casser de la Russie, parce que qui peut avoir des taux d'intérêt positifs à 20% pour lancer un business, qui plus est dans un contexte de sanctions occidentales assez importantes sur la Russie. Et personnel, je pense pas que la Russie, dans l'état actuel, a les moyens de prendre l'ensemble du Donbass. Mais la Russie aussi est consciente que même la prise du Donbass ne sera pas suffisante pour elle, parce que pour assurer ses captures, elle aura besoin de villes comme Kharkiv, Zaporizhzhia et Kherson. Donc, encore une fois, ça va être très compliqué pour les Russes d'avancer, même s'ils peuvent toujours le faire en sacrifiant leur potentiel humain, économique, démographique, etc. hein. C'est quelque chose qui peut se faire. Mais pour les Russes, rien que la prise de Pokrovsk à l'arrivée des négociations sera, à titre personnel, je pense, une défaite pour la Russie, parce que d'un côté, l'Ukraine aura préservé son indépendance, et pour beaucoup d'Ukrainiens, cette guerre est vraiment une guerre d'indépendance, et de l'autre, la Russie aura sacrifié son potentiel économique, humain, démographique, technologique, diplomatique, pour la prise, grosso modo, de Bakhmut, Avdiivka et Pokrovsk, ce qui, d'un point de vue tout simplement stratégique, est une défaite pour la Russie. Mais ce sont malheureusement les revers de l'impérialisme, et encore une fois, ça s'est fait au détriment de l'économie russe, de sa démographie, de ses technologies, de son futur. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, je vous invite à mettre un like, vous abonner, poser des questions aussi en commentaire, et on se retrouve bientôt pour un prochain commentaire.